Donc c'est une partie table ronde qu'on va découper en 3 parties. Donc une première table ronde de 10 minutes pendant laquelle on va parler des nouvelles applications. Une deuxième table ronde de 10 minutes également où on parlera plus des aspects économie. Et une dernière partie de 10 minutes sur les aspects techno. Donc je passe la parole à David pour introduire la première partie de la table ronde. Merci Alain. Donc effectivement, le premier sujet, on voit qu'il y a un développement technologique assez fort qui amène de nouveaux services dans le domaine du spatial. Donc la question, c'est un peu quels sont ces nouveaux services. Marie-Catherine, est-ce que tu veux nous lancer sur ce sujet? Oui, merci beaucoup. Alors, au niveau des services, j'ai essayé de rester dans le cadre qui était le cadre du New Space, parce que ce qu'on a vu, c'est que finalement, le spatial, depuis quelques décennies, est au service de l'environnement. Mais dans le cadre de New Space, on a notamment eu des technologies numériques qui sont apparues, comme le big data ou l'intelligence artificielle, et qui ont permis à des entreprises de se positionner sur des indicateurs temps réel pour mesurer les gaz à effet de serre, par exemple. Et donc là, je voudrais citer la start-up Keros, qui propose un outil de suivi du méthane, qui a un pouvoir radiatif extrêmement fort, plus fort que le CO2. Donc il propose des solutions intéressantes à partir de technologies numériques. Dans la même idée, donc le New Space, c'est aussi une baisse du coût d'accès à l'espace, divisé par 2, divisé par 3, pour aller en basse orbite, avec des équipements qui sont beaucoup plus petits que ce qu'on a fait dans le passé. Et là, on a vu aussi des entreprises qui étaient spécialisées avec des technologies terrestres, qui commencent à proposer des capteurs pour les gaz à effet de serre. Et notamment, on a une filiale du groupe Absolute, donc la start-up Absolute Sensing, qui propose un capteur à base de technologie de caméra cryogénique, une technologie qu'elle utilise sur Terre et qu'elle va tester en basse orbite à travers une constellation. Donc ça, c'est un deuxième exemple et qui, je trouve, est intéressant de voir que le New Space, c'est aussi l'utilisation de technologies terrestres qui sont beaucoup plus facilement utilisables en basse orbite, puisqu'on n'a pas les contraintes radiatives qu'on a en plus haute altitude. Ensuite, ce que je voulais citer, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'était les feux de forêt, donc, pour la protection de l'environnement. Donc là, on n'a pas beaucoup de services encore au niveau national. Il y a un appel à projet qui a été lancé notamment via le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires au printemps, avec donc l'appui du pôle SAFE et l'entente de Valabre. Donc on aura certainement des solutions bientôt qui seront technologiques françaises qui seront mises sur le marché. Mais en tout cas, au niveau européen, on a déjà une start-up allemande qui s'appelle Auratech et qui assure pouvoir fournir des systèmes d'alerte en quasi temps réel, donc 3 minutes, pour pouvoir prévenir des incendies et qui a déjà beaucoup de clients, des ONG, des institutionnels, notamment Canada, Australie, où l'incendie est vraiment une problématique. Et j'ai un dernier exemple, et je m'arrête là, je passe le micro à mes collègues, qui est l'IoT. Donc c'est peut-être pas l'exemple auquel on pense d'un premier abord. On a beaucoup parlé d'images d'observation de la Terre. Aujourd'hui, le Forum économique mondial a statué sur le fait qu'il y avait 75% des applications IoT qui servaient les objectifs de développement durable. Or, il y a une couverture terrestre qui est extrêmement faible, 15%. Donc on a vraiment besoin de l'espace, des constellations pour faire de l'IoT. Et l'IoT, ça nous sert à récupérer des données, soit des stations météo, justement pour surveiller l'environnement, surveiller la biodiversité, donc avec des balises qui sont installées sur des animaux, des espèces en voie de disparition, pour pouvoir surveiller, surveiller leur évolution, les transports, etc.
mais également de manière un peu plus indirecte. L'IoT va permettre aussi la transition énergétique, donc toujours donc au service de l'environnement, moins d'émissions de carbone avec des énergies comme l'éolien ou les panneaux solaires. Et souvent, ce sont des zones assez excentrées, pas très bien desservies en termes de connectivité. Donc, par exemple, il y a de l'éolien offshore. Il y a aussi des champs solaires qui sont très, très excentrés. J'ai vu que la Norvège annonçait un champ solaire en Arctique. Et là, l'IoT, les constellations IoT vont trouver toute leur utilité. Et on a par exemple en France un acteur comme Kineis qui propose ce type de solution. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite reprendre la main? Frédéric, je voyais qu'à un moment, tu opinais sur les différents services que mentionnait Marie-Catherine. D'un point de vue du CNES, est-ce qu'il y a des nouveaux services que vous voyez arriver dans le domaine de l'observation terrestre? Alors, oui, alors, enfin, donc, bon, je vais prendre plutôt les services climatiques, hein, si vous permettez. Parce que de notre observatoire, on voit quand même pas mal de choses. Alors on voit et puis on fait et on aide également un certain nombre de services à se développer. Effectivement, il y avait le lien avec ces appels France 2030 qui sont vraiment dans le développement commercial. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que, bien sûr, il y a quelques solutions, il y a des besoins, il y a quelques solutions qui sont probablement matures. Mais que, en tout cas, dans le point de vue du CNES, c'est qu'on essaye vraiment de faire le lien entre l'innovation, entre ce qui est fait au niveau des laboratoires, alors pas que au CNES, hein, dans tous les laboratoires français, par exemple, et tous les organismes, hein, avec leurs spécificités, d'essayer de sortir cette science qui a été publiée, de la sortir, de faire un transfert de technologie auprès de porteurs privés. Parfois, il reste encore quelques institutions publiques qui peuvent porter des services. Hein, je pense à Météo France. Hein, je crois que dans les objectifs stratégiques de Météo France, l'idée est de sortir un service climatique par an dans les 5 prochaines années. Bon, c'est certainement approximatif, mais enfin, c'est un petit peu l'idée. Au niveau du CNES, on peut quelque part prêter, même si rien n'est gratuit, de la puissance de calcul. Hein. Je pense à un projet, par exemple, qui s'appelle Tropisco. Peut-être certains ont entendu parler, mais où on utilise de la donnée Sentinel-1, donc la donnée radar, pour faire de la déforestation en temps réel sur la zone tropicale. Donc là, il y a un certain nombre de pays qui sont montés. Pas tout. Le prochain, ce sera, enfin, en tout cas, la grande zone amazonienne. Voilà, donc c'est pas un service commercial, c'est un service où les calculs sont faits, l'algorithme a été fait en partenariat avec le CESBio, qui est un laboratoire, qui est une UMR mixte et qui est un laboratoire toulousain, et le CNES. Et l'idée, et d'ailleurs la plateforme est en ligne, vous pouvez y aller, de proposer au grand public, mais on va dire à des décideurs de toute strate, que ce soit également un outil au service de la coopération bilatérale, quand on discute avec nos amis brésiliens, avec les pays africains de la zone tropicale, eh bien ça, ce sont des outils qui fonctionnent avec une résolution très fine, à 10 mètres. Et donc, vous voyez, c'est une forme de modèle économique aujourd'hui, mais sans transfert d'argent, je dirais directement, quoi. Donc on a les deux en fait qui se développent. Voilà. Et nous on appuie beaucoup, c'est ce que j'avais présenté, sur cet aspect de valorisation de la science et en même temps les proto-services, aller jusqu'au super démonstrateur et après de la responsabilité des porteurs, eh bien, de transformer cela en service économique. Et après on a bien sûr la verticalité de la constellation jusqu'aux applications chez certains acteurs. Oui, je crois que c'est très important. On parle de service et de continuité de service, de grands acteurs standards qui sont là, et le New Space qui arrive. Il y a un des enjeux majeurs, à mon avis, c'est comment arriver avec le New Space. Donc en gros, on coupe dans les coins, on simplifie, on va plus vite, mais garantir cette continuité de service.
tout en étant plus rapide, plus efficace, etc. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Parce qu'au début du New Space, on mettait des boîtes dans l'espace, et on faisait bibi, puis on était content. Ou on mettait un service, on faisait quelques belles photos, et puis ça s'arrêtait. Et cette montée en puissance est essentielle, surtout si on veut travailler avec des États, si on veut travailler avec la défense. On ne doit plus faire du bricolage. Alors nous, on a choisi, par exemple, on a fait une alliance importante avec Emeria. Le but, c'est d'arriver avec ces sociétés. En gros, on veut quelque part des mini Airbus, des mini Thales. Mais on doit s'éloigner des super doués des laboratoires. Donc ça, c'est un enjeu. On le voit aussi pour les capteurs. Donc notre stratégie, c'est on prend des capteurs disponibles et on avance, on valide en l'air, en fait, des chaînes totales pour amener les services, en attendant, en général, des instruments sophistiqués, je ne vais pas dire qui vont arriver dans les années à venir. Donc on essaie de ne pas perdre de temps. C'est un peu notre stratégie. Et le dernier point que je veux ajouter, c'est la notion de verticalisation ou d'horizontalisation. Le choix de Prométhée a été une horizontalisation forte. Qu'est-ce qu'on a vu aux Américains? Je veux dire, les Américains, les grands, beaucoup ont pris de la verticalisation. C'est-à-dire qu'ils ont designé, construit leurs satellites, designé, construit leurs capteurs, etc. Et donc, ils ont créé, je dirais, des baignoires percées. Donc, c'est-à-dire des capex extrêmement lourds. Et ils n'arrivent plus à rembourser, en fait, les images. Les services n'est pas assez avancé, donc l'argent qui rentre ne permet pas de valider le modèle économique. Donc on a vu des SPAC qui sont partis à 10 $ et qui maintenant sont à 1 $ pour la plupart des acteurs américains. Donc notre stratégie a été de dire, bon, on a 4-5 acteurs dans les plateformes de satellites, soyons architectes, soyons spécificateurs, poussons-les, et en gros avec 10% du CAPEX, on trouve quelque chose d'extrêmement efficace. On fait la même chose avec les capteurs, et grâce à ça, on a des modèles économiques où on trouve des break-even points en 3-4 ans et pas en 10 ans. Et je pense que ce trade-off entre la technologie, entre les acteurs traditionnels et les acteurs du New Space et le modèle économique, verticalisation, horizontalisation, est vraiment un enjeu majeur. Et on fait les réglages et je crois que c'est demain, après-demain, dans un mois, on verra quelles sont les bonnes solutions. Mais je crois que voilà, c'est important pour cet aspect technologie et modèle économique qui sont directement liés. Merci. Donc, je vous propose de passer au deuxième sujet, du coup, d'aborder des aspects un peu plus économiques. Donc, on a beaucoup parlé d'environnement spatial depuis ce matin. Effectivement, ces enjeux-là sont sous-tendus en tout cas par des enjeux économiques relativement importants aussi. Juste pour rappel et pour que vous ayez les chiffres en tête, si on regarde le marché global du spatial en 2022 et si on se réfère aux derniers chiffres d'Euroconsult, c'est 650 milliards de dollars en 2022 avec une croissance relativement forte et une taille des marchés qui atteindra les 1000 milliards de dollars en 2040. Donc pour profiter de cette croissance-là, moi j'aurais deux questions à vous poser. Première question, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français ou européen pour permettre aux nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, notamment les startups, de se tailler une part dans ce marché-là? Est-ce qu'il y a des consolidations de filières envisagées avec le GIFAS ou autre? Quelles sont les actions qu'on peut mener? Et deuxième question, c'est est-ce qu'on voit poindre des nouveaux business models sur le marché de l'environnement et du spatial? On peut aussi penser à la désorbitation, au nettoyage de l'espace avec le nombre de débris qui augmente. Est-ce qu'on voit des nouveaux business models sur ce marché-là? Donc Olivier, je ne sais pas si tu veux prendre la main. J'ai fait avec ma réponse un peu la transition entre les deux sujets en partant du technique et allant vers l'économique. Je crois que et la France et l'Europe ont totalement intégré le défi de ce passage vers le New Space, avec toutes les solutions où au bout on doit arriver à des services extraordinaires qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Avec les grands acteurs qui s'allient, on voit Dassault Systèmes, c'est sûr que les petits c'est bien, mais au bout du compte, quand on a un Dassault Systèmes qui vient s'associer à la solution, ça change tout. Mais c'est vraiment aussi la notion de complémentarité. C'est le New Space ne remplace pas les grands acteurs. C'est vraiment la complémentarité qui est essentielle. Alors je pense que je vais dire deux mots, c'est l'Europe avec le IC, avec un certain nombre d'appels, est extrêmement active. Et je pense même dans Iris Square, qui vient de sortir, il y a une décision qui est prise, c'est 30% des budgets doivent aller aux petites entreprises et aux startups.
Ce qui est très compliqué, parce que souvent les petites entreprises font des petits éléments. Mais j'ai encore vu Madame Cavada, etc., et les gens proches de Breton, ce sera comme ça. Alors on dit oui, mais Galileo, vous aviez dit la même chose et ça n'a pas été le cas. Et ils ont en effet, Galileo, ça n'a pas été le cas, mais sur Iris Square, ce sera le cas. Hein, donc c'est vrai que l'Europe, c'est une priorité absolue. La France, je pense que si vous remarquez, il y a beaucoup de sociétés américaines, allemandes, suédoises qui s'installent en France ces derniers mois. C'est l'effet direct de France 2030. Donc le 1,5 milliard mis par le gouvernement et appuyé directement par le président de la République pour développer le New Space, c'est extraordinaire. Nous, c'est vraiment, si on réussit, on a, comme je vous l'ai montré, une roadmap, mais il faut encore réussir. C'est en partie grâce à un France 2030. C'est le levier qui va permettre de prendre des petites sociétés qui ont quand même fait des preuves, qui ont avancé. On ne peut pas donner à n'importe qui, mais qui ont avancé. Il y en a un certain nombre en France. Et donner les éléments de crédibilité pour que le marché puisse les suivre et passer donc d'une société, c'est la volonté, je crois, du gouvernement, faire des licornes. Alors j'espère qu'un jour on sera une licorne, mais quand on part, là on est valorisé à de l'ordre de 50 millions. Si tout va bien, je vous ai parlé d'une série C, on va passer à plus de 200 millions. On va directement vers une route de licorne grâce à France 2030 qui est vraiment une opportunité formidable. Attention, il ne faut pas exploser France 2030 dans des micro-projets de 100 000 euros parce qu'on va perdre du temps et ça n'intéressera plus personne. Il faut des blocs minimum. Et deux, il faut tenir le timing. Les gens qui pleurent, qui disent « oui, je suis une pauvre start-up, j'ai besoin de l'argent, si je meurs », c'est pas crédible, il faut être solide. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, un moment, on doit avoir le support de l'État. S'il vient jamais, c'est passer de monter le Mont Blanc avec des claquettes à aller faire l'Everest l'hiver par la face nord. Donc voilà, c'est très très important, mais tout est là, et en France et en Europe pour nous aider. Et voilà, je pense que c'est un moment très intéressant pour notre secteur, et le New Space en particulier, et les petites sociétés en particulier. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Alain. On parle effectivement d'opportunités avec tout ce qui va être envoyé dans l'espace en termes de débris, de nécessité de récupérer tous les débris et de problématiques des orbitages, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut déjà limiter la production de débris et de déchets dans l'espace. Et ça, c'est au niveau des acteurs actuels que l'on joue ce jeu. Mais aussi en termes d'opportunités, il y a aussi tout ce qui est opportunité de prolongation de la durée de vie des satellites dans l'espace, tout ce qui est réparation, maintenance, pour pouvoir effectivement envisager plusieurs applications dans la vie d'un satellite plutôt que dans un projet initial en disant telle application pour telle durée et après ça devient un déchet, il faut la récupérer. Donc ça me paraît une opportunité qui commence à être creusée. Il y a des acteurs qui se positionnent et qui a aussi un potentiel d'activité dans la décennie à venir. J'imagine que la gestion des débris dans l'espace, quand on parle de ferme solaire, c'est probablement quelque chose qui doit être impactant pour ce type de projet. Alors, tout à fait. Les débris solaires, mais aussi, avant tout, réussir à construire ce type de méga structure dans l'espace, ça implique énormément de technologies, de nouveaux services à développer, de sciences à découvrir. Donc effectivement, c'est un sujet très très vaste. Et au niveau des débris, on a plein de projets internes avec plein de recherches, d'innovation pour savoir quelle est la meilleure façon de pouvoir récupérer des débris, soit pour les ramener de façon saine, soit pour les expulser au-delà de leur budget géostationnaire. Voilà, ça reste encore une question ouverte. On n'a pas de solution miracle à dire comment on arrive à se débarrasser des débris dans l'espace. C'est une vraie problématique. Il faut savoir qu'il y a des gens qui observent les débris 24 heures sur 24, justement pour ajuster l'orbite des satellites fonctionnels pour éviter cette problématique. Donc oui, effectivement, c'est un sujet bien présent. Et là-dessus, est-ce qu'il y a des technologies particulières qui peuvent être, comme je sais que tu es un spécialiste de l'intelligence artificielle, est-ce que là-dessus, l'IA peut nous aider par rapport à ça? Alors, en termes de technologie, et même si on regarde les technologies à un horizon, on va dire 10 ans, on pourrait en parler des heures, il y en a énormément. Je vais essayer d'en retenir 3. La première, c'est, et je pense que ça nous concerne tous, c'est la question des data centers. On voit qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on a des chats GPT, etc. Il faut savoir qu'entraîner un tel modèle, ça consomme tellement de CO2
que c'est l'équivalent d'une voiture américaine sur la durée de sa vie, sur 50 ans, pour un seul modèle entraîné. Donc l'idée de se dire comment est-ce qu'on va être capable de gérer, stocker les données, faire des calculs de façon moins énergivore, voilà, la question se pose. Donc du coup, on a des études, on a des projets, même des premières expérimentations pour mettre des data centers dans l'espace, et on en est à un point où on essaye de regarder la barrière technologique entre mettre un data center dans l'espace ou le garder au sol d'un point de vue émissions de carbone. Donc ça c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité. Les premiers tests vont avoir lieu l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà, ça ouvre encore la question d'un point de vue technologique à beaucoup de choses. Comment on transfère la donnée? Pour l'instant, on a besoin d'avoir des gros tuyaux, donc on est sur du transfert optique de données. Bon, le transfert optique, voilà, c'est une autre technologie qu'il va falloir mettre en œuvre. Une deuxième approche, deuxième service, deuxième technologie, c'est l'extraction de matières premières. On regarde Psyché, 200 km de diamètre, 50% de fer. En gros, ça couvrirait nos besoins mondiaux en acier et en fer pour des millions d'années. Des millions d'années. Ça veut dire qu'on a quelque chose là qui passe à côté de nous, on le récupère, on survit des millions d'années sur cette matière première. Notre civilisation, on est loin d'avoir survécu ce temps-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un service primordial. Plutôt que d'exploiter l'écosystème sur lequel on vit, on a des choses qui nous passent à proximité sans aucun écosystème qui suffirait de récupérer. Donc voilà, il y a encore énormément de technologies à mettre en place pour ça, mais il faut savoir que c'est vraiment d'actualité, c'est pas de la science-fiction. Pour la petite anecdote, je tombe par hasard sur la chaîne parlementaire, sur le Sénat à 3h du mat', ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, ils étaient en train de discuter, de mettre en place les briques de loi pour réglementer l'extraction minière sur la Lune. Ils n'étaient pas en train de débattre, ils étaient en train de poser les premières briques pour avoir des lois européennes là-dessus. Donc on est vraiment, enfin c'est maintenant en fait, c'est vraiment un futur très proche. Les États-Unis d'ailleurs ne nous ont pas attendus pour s'abroger des droits d'accès à l'espace et d'utilisation des matières premières dans l'espace, parce qu'avec le SpaceX, ils ont déjà donné l'autorisation à des sociétés d'aller extraire des minerais sur des astéroïdes ou sur la Lune. Le Luxembourg a suivi, des pays du Moyen-Orient ont suivi aussi, donc c'est un sujet d'actualité. Ah ouais, c'est vraiment la course. Ouais. Le troisième, je dirais que c'est parce que c'est aussi ma spécialité, mais l'intelligence artificielle. Là, on voit que ça commence à changer même la structure même de nos sociétés en termes de travail que ça peut prendre, de travail que ça peut créer aussi, d'aide que ça peut apporter à la prise de décision, les tâches ingrates entre guillemets qu'on ne veut pas faire. Bon voilà, l'intelligence artificielle, elle ne va pas rester au niveau de la planète, elle va s'exporter aussi dans l'espace pour du contrôle, pour de l'optimisation. Si on veut construire des mégastructures dans l'espace, il faut des robots. Des robots, il faut des lois de contrôle. Ces lois de contrôle, il faut qu'elles soient adaptatives. Donc, à nouveau, de l'intelligence artificielle. Voilà, j'arrêterai là, ça serait mes camarades poursuivre. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport effectivement au développement durable dans l'espace, qui est aussi un environnement en soi. Alors déjà, il y a la réglementation en termes de modèle de croissance économique a un rôle important. Donc il y a une loi spatiale européenne qui est en discussion actuellement au niveau européen. Et donc aura des impacts aussi sur ce qu'on devra faire dans la conception du satellite et la gestion de sa fin de vie, etc. Il y a déjà des technologies qui sont en développement. Il y a notamment Ionix qui est présent là aujourd'hui, qui propose des propulsions pour gérer de manière dynamique et très précise les fins de vie des satellites lorsqu'ils vont retomber dans l'atmosphère. Et on a également des projets de retrait de débris en orbite à base de robotique qui sont menés au niveau européen.
Après, c'est que sur la partie réglementation, je pense qu'en Europe, on est plutôt en avance. Hein. Sur la partie déchets débris, il y a déjà la LOS qui existe en France, c'est effectivement une dynamique européenne. Mais moi, je voudrais revenir à, je ne sais pas, peut-être pour clôturer la table ronde sur ce sujet-là, mais le fait de projeter de nouvelles technologies en disant on va avoir des ressources sur la Lune, sur Mars, pour répondre à nos besoins sur Terre, je trouve ça très bien, sauf que c'est des solutions qu'on ne va pas arriver à voir tout de suite. Et aujourd'hui, la société parle beaucoup de sobriété, y compris dans nos usages, y compris dans tout ce qu'on envoie dans l'espace en termes de satellites. Combien de pourcentages sont vraiment d'utilité sociétale? Alors, je sais qu'on a l'Internet est une utilité sociétale, mais il y a une réflexion aussi profonde à avoir sur l'utilisation de ce qu'on envoie ailleurs. Et on ne peut pas aujourd'hui compter juste sur des solutions qui ne sont pas accessibles tout de suite et qui sont sur la Lune ou sur Mars. Et je pense que le sujet de la sobriété s'applique à tous les secteurs. C'est un secteur qui a besoin de croître aussi, mais c'est quand même une dimension à garder en tête pour pouvoir repenser aussi nos usages et nos façons de consommer ces données, ces informations. Merci Erika. Effectivement, évitons d'exporter nos problèmes dans l'espace. Toujours sur le thème de la technologie, peut-être pour Boris, on parlait d'intelligence artificielle, on parlait de data center dans l'espace, de gros problèmes de volume de données. On a vu la solution du jumeau numérique de la Terre. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'évolution dans le domaine de la simulation? Est-ce qu'il y a des technologies dans les années à venir qui semblent prometteuses et qui peuvent répondre à des enjeux sur l'environnement ou sur le climat? Ce qui est en cours de développement, et chez Dassault Systèmes, je sais qu'il y a des initiatives sur ce sujet, c'est le machine learning. On va réaliser des simulations, on va donner ça à la machine et j'ai vu des exemples où on a donné plusieurs simulations et on a fait des variations. La machine a prédit des champs de pression, c'était sur une application automobile, a prédit en une nanoseconde un champ de pression que nos data centers ont mis des heures à calculer. Donc il y a du machine learning, mais par contre, on aura toujours besoin de caractériser l'objet à la base. Dans mon exemple automobile, on a calculé une solution de base sur la silhouette, c'est un sedan. Ok, on a fait l'exemple sur le sedan, mais si on fait ça sur un pick-up, qu'est-ce qui nous dit que, il faudra qu'on réapprenne l'exemple pick-up à la machine. Si on applique ça aux simulations que j'ai montrées, je ne sais pas à quel point ça peut se transplacer, se déplacer, se transposer à nos applications. Une solution calculée sur une ville de type nord-américain ou une ville où c'est gratte-ciel, c'est assez dense, est-ce que ça pourra directement se transposer à l'exemple de Saint-Malo que j'ai montré, où là c'est beaucoup moins dense, c'est des habitations plus basses? Ça, je sais pas répondre aujourd'hui. Peut-être une dernière question pour conclure. On voit qu'on a des nouveaux outils, de l'intelligence artificielle, de la puissance de calcul, de meilleurs outils de simulation. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question, mais est-ce qu'on arrivera à être extrêmement précis dans nos modèles de prévision du climat? Oui, les modèles de climat, c'est des objets complexes. Ils ont été développés, les premiers modèles de circulation générale, ça date des années 50. On n'y connaissait rien, pour être à peu près clair. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est construire l'architecture. Et c'est à partir de cette architecture qu'on a progressivement apporté les pierres qui permettaient d'avoir une description de plus en plus complète et intégrée du système. Donc, est-ce qu'on aura un jour une réponse totalement précise? Sûrement pas. Mais on aura forcément, de façon continue, des informations qui seront de plus en plus raisonnables. Et l'enjeu, c'est surtout, enfin, en matière de prévision, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que ce qu'on prédit est ce qu'on prédit, c'est-à-dire les causes. On a eu trop d'exemples de solutions adaptées à l'environnement qui étaient des solutions qui semblaient parfaitement géniales,
et puis qui en fait se sont révélés catastrophiques. L'exemple typique, c'est les CFC et le trou d'ozone. Franchement, c'était génial les CFC, ça remplaçait l'ammoniac dans les frigos, c'était totalement inerte et il y avait zéro danger. C'était tellement inerte que quand ça monte dans la stratosphère, ça se détruit et là ça détruit l'ozone. Et en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est un manque d'évaluation au préalable de ce qui finalement va être la conséquence d'une prévision. Et donc, je pense que l'enjeu majeur qu'on a en matière de prévision et de gestion de l'environnement, c'est d'avoir des outils qui sont des outils explicatifs, qui, quand ils font une prévision ou qui testent une solution, ils ont les moyens d'évaluer les conséquences qui sont derrière. Et ça, évidemment, ça dépend de la façon dont les modèles sont construits. Et c'est un élément déterminant. Très bien, merci à vous. Donc on arrive au terme de cette session. Je pense qu'on a à peu près tenu le timing. Oui, je voulais juste signaler à l'assistance qu'actuellement, il y a la prospective scientifique du CNES qui se met en place. Il y a un appel à propositions et à contributions qui est ouvert jusqu'au 1er octobre. Ça concerne évidemment les aspects scientifiques sur aussi bien les sciences de la Terre que les sciences de l'univers, mais il y a aussi 5 groupes spécifiques dont certains doivent intéresser des gens qui sont ici, hein, notamment sur, par exemple, l'impact environnemental des activités spatiales scientifiques ou des problématiques qui concernent directement les liens entre la science et le New Space. Donc je vous conseille d'aller voir cet appel à contribution et d'y contribuer largement. Il est ouvert à tout le monde. Comme j'ai tendance à dire de façon un peu provocatrice, même Emmanuel Macron peut y répondre. Donc tout le monde peut répondre à cet appel à proposition. Merci beaucoup. Très bien, donc il me reste à remercier tous les speakers. Je les remercie vivement pour leur présentation, pour le temps accordé. Je remercie David pour la co-animation de cette session et les organisateurs du festival Stars Up pour ce magnifique endroit et la ville de Meudon. Et je pense qu'on peut libérer nos speakers et les applaudir. Et vous allez pouvoir